Le MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Alors oui, nous ne sommes pas tous appelés à avoir de l'or au bout des doigts, d'être des génies de la musique ou de la peinture. Et d'ailleurs, est-ce souhaitable ? Alors ça, c'est un autre débat. Toujours est-il que nous sommes appelés tout de même à manipuler, à faire, à rêver, à expérimenter, toucher et surtout à créer. Pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Alors comment inciter les plus jeunes à prendre le pli ? Et puis surtout, en quoi est-ce constructeur, fondateur et générateur de joie profonde ? On en parle avec des experts ce matin. Bonjour Astrid Dubois-Péan. Bonjour Marie. Vous êtes enlumineur depuis 2 ans, après une carrière dans l'agroalimentaire, reconversion totale, un grand saut dans l'art. Vous nous expliquerez vos motivations et puis surtout vos joies. Ce sera au cours de ce magazine. Rouylane de Vauthibault est avec nous. Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes céramiste, vous avez créé l'atelier de Yi, vous êtes taïwanaise et vous avez été formée aux Beaux-Arts de Tokyo. C'est là que vous avez découvert la pratique de l'argile, on en parlera aussi en détail. En quelques mots, l'atelier de Yi, c'est un atelier attaché à un salon de thé-restaurant. Le détail dans un instant et surtout ça se trouve à Angers. Jean-Michel Massé est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes directeur du collège Sainte-Cécile à Angers. Dans ce collège, il y a beaucoup d'options artistiques, de chant, de théâtre, de cinéma, des arts numériques aussi. Ça concerne près de la moitié des élèves. On en parlera également très largement au cours de cette heure. Prudence Bidet est avec nous. Bonjour Prudence. Bonjour. Vous êtes libraire spécialisée en religion, aussi en musique, en beaux-arts, bref. Vous êtes la Madame Culture et vous êtes aussi avec nous ce matin. On est ravis de vous accueillir. Alors, pourquoi et comment éduquer à l'art ? Quels bienfaits sur le long terme ? Puisqu'il y a un âge limite, on va parler des enfants, mais vous allez voir que ça peut se jouer à tous les âges de la vie. Bienvenue dans le MAG. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Le MAG de Maria Goyer sur RCF. Pour bien démarrer cette émission, nous allons commencer avec notre chroniqueuse, c'est Claire de Saint-Lager. Elle va poser pour nous quelques éléments fondamentaux autour de l'éducation à l'art et plus largement l'éducation au beau. On l'écoute. On fait un pas de côté dans le MAG sur RCF. On vous retrouve. Bonjour Claire de Saint-Lager. Bonjour Marie. Vous êtes auteure conférencière et vous, la beauté, forcément, ça vous touche. La beauté sauvera le monde. On connaît tous ces mots que Dostoïevski met dans la bouche du prince Mychkine dans son roman L'Idiot. En fait, dans ce roman, le prince s'éprend de la belle Natassia Philippovna. Et il s'exprime ainsi. Dans ce visage, il y a bien de la souffrance. Et le prince amoureux dira même « Je l'aime non d'amour, mais de compassion ». Et à travers cette méditation sur l'idiot, Étienne Barillier, écrivain suisse, dira dans une conférence que si la beauté existe, c'est en relation avec la part la plus intérieure et la plus menacée de l'être. Alors, l'art, en tant qu'il révèle la beauté, peut-il changer le monde ? La question demeure. Si l'art ne change pas le monde, il révèle, restaure, transforme, transfigure la part la plus intérieure et la plus menacée de nos êtres. L'art authentique est toujours une rencontre avec le mystère, avec la beauté qui nous dépasse, la douleur qui nous interroge, la vérité qui nous appelle, rappelait le pape François en février à l'occasion du jubilé des artistes. L'art est à la fois l'expression de nos capacités créatrices, le témoignage vivant de notre sensibilité, la manière dont nous contemplons, nous goûtons la vie et la création. Il est aussi le témoin de nos capacités de transfiguration, car bien souvent, l'art est l'occasion de transmuer, de faire de la boue le terreau de l'éclosion de la plus belle fleur, tel le nénuphar qui prend ses racines dans l'eau saumâtre et nous éblouit de sa corolle lumineuse. Pour Maurice Indel, l'art, c'est un chemin vers l'intériorité. Or, toutes les cultures et les civilisations ont déployé les arts. Depuis les peintures rupestres de Lascaux, et l'homme a utilisé l'art pour témoigner de son rapport au monde. Oui. L'art a ainsi toujours été un moyen de transmission des savoirs et des croyances. Et donc sa première fonction, c'est de revêtir une dimension sacrée. C'est d'ailleurs ce qui fait dire au peintre Arcabas « Le mot art sacré me laisse de glace ». J'ai déjà expliqué que je n'avais pas de notion de profane. Pour moi, tout ce qui existe sur cette terre est sacré. Quand je peins des clous ou des prunes, c'est exactement pareil pour moi que lorsque je peins les noces de Cana. Il n'y a pas d'art dans le règne animal. Non. Il peut y avoir des parades, des rituels amoureux, mais il n'y a pas vraiment d'art. Ces parades nous rappellent néanmoins que la beauté vient manifester l'amour dans sa splendeur et dans sa fragilité. Donc l'art, c'est le propre de l'homme, il révèle ce qui est au cœur de notre être. Alors qu'en est-il de l'éducation à l'art, Claire ? Eh bien, éduquer à l'art, c'est permettre aux jeunes générations de se relier à eux-mêmes, d'entrer à l'intime pour se communiquer à l'autre. À Aulnay-sous-Bois, il y a une initiative qui s'appelle le CREA, le Centre de création vocale et artistique, et qui a cette ambition.
de concert avec l'éducation nationale. Et l'idée, c'est de mener des projets au sein des quartiers prioritaires des établissements. Okay. Donc, c'est mené par 4 musiciens. Et l'idée, c'est de pousser les jeunes vers l'épanouissement de leur talent. Et c'est assez génial de voir ces jeunes sur scène. C'est bluffant de voir ces enfants qui osent, qui prennent leur place, qui s'expriment. Ça les fait grandir à la fois dans l'estime d'eux-mêmes, dans l'expression de leur talent, mais ça les plonge aussi dans une aventure collective créatrice. L'art, on le voit aussi, est très présent dans les thérapies aujourd'hui. On voit bien que c'est un médium pour la résilience et pour la guérison. Ce que les mots ne suffisent à dire, eh bien les corps, les couleurs vont le révéler. Donc l'art permet de traverser des abîmes et de déterrer des trésors. C'est un vecteur profond d'espérance. Claire, pour conclure avec vous, l'art, il peut encore éclore, émerger dans notre monde ? Alors, le pape François, dans sa lettre aux artistes, il conclut ainsi. Quelqu'un pourrait dire à quoi sert l'art dans un monde blessé ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus urgentes, plus concrètes, plus nécessaires ? L'art n'est pas un luxe, mais une nécessité de l'esprit. Il n'est pas une fuite, mais une responsabilité, un appel à l'action, un avertissement, un cri. Éduquer à la beauté, c'est éduquer à l'espérance. Et l'espérance ne se sépare jamais du drame de l'existence. Elle traverse la lutte quotidienne, les difficultés de la vie, les défis de notre temps. Le monde a ainsi besoin d'artistes prophétiques, d'intellectuels courageux et de créateurs de culture. Donc, est-ce que c'est si simple de créer ? Non, mais je crois que chacun de nous le faisons à notre façon, par la façon dont on va aménager notre intérieur, cuisiner, recevoir. Éduquer à l'art, ça nous paraît toujours compliqué, mais les jeunes ont un regard naturellement tourné vers le beau et tourné vers l'émerveillement. Le grand. Voilà. Et l'art doit être l'occasion, en fait, de venir cultiver ce regard. Merci beaucoup Claire de Saint-Lager, auteure et conférencière. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais faire réagir nos invités. Astrid Dubois-Péan qui est enlumineur, Ruilan de Vautibo qui est céramiste et puis Jean-Michel Massé qui est directeur du Collège Sainte-Cécile à Angers. Claire disait qu'il y a déjà un lien entre la beauté et le sacré. Vous en êtes témoin à travers votre parcours aussi d'une autre et d'autres cultures, Ruilan ? L'art est sacré, bien sûr. Actuellement, je travaille avec l'argile. L'argile fait partie de la matière sacrée. Et parce que c'est à la fois dans notre vie quotidienne qu'on est entouré par la terre. Et la terre entre nos mains, au départ, c'était juste une matière première. Et entre les mains, ça sort quelque chose qu'on arrive à exprimer. Et c'est mystique. C'est inouï. Oui. Pareil pour votre travail, Astrid Dubois-Péan, vous qui êtes enlumineur ? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'enluminure, on pourrait associer ça aussi à une sorte de méditation, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il faut une vraie concentration. Donc, on a tendance à mettre de côté tout le reste et à se concentrer sur ce qu'on fait, ou alors à voir les choses d'une autre manière. Et du coup, oui, je rejoins ce côté un peu sacré, où l'esprit, en tout cas, vogue vers autre chose et réfléchit à autre chose de manière beaucoup plus apaisée, je pense, et détendue. Voilà. Et après, c'est vrai que dans tout ce que disait Claire, je vois qu'elle lie beaucoup l'art au beau. Et avant de venir, je me suis amusée à regarder dans le dictionnaire la définition de l'art, parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est toujours un vaste débat, etc. Donc j'ai regardé ce que disait le Larousse en 2007 et ce qu'il disait en 2025. Et il y a une grosse évolution. En 2007, il y avait vraiment l'expression du beau qui était dedans. Il disait « Expression à travers les œuvres humaines de la notion idéale de beau, ensemble des activités humaines qui aboutissent à la création de ces œuvres. » Et en 2025, ça c'était en plus la première définition. En 2025, on arrive à peu près à la 5e possibilité de la définition de l'art, et c'est création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. Donc la notion du beau dans la définition 2025, elle a disparu. Prudence ? Elle donne l'impression que ça a évolué, que c'est pas l'objectif premier de l'art. C'est plus l'objectif premier. C'est l'expérience esthétique en soi. Oui, et la sensibilité et l'émotion. Par contre, oui, c'est ça qui est intéressant dans cette deuxième définition, je trouve, c'est que ça vient chercher le corps. Il y a cette idée-là quand même. Oui, alors effectivement, ça vient chercher le corps, mais c'est vrai que moi, je suis un peu une puriste où j'associe vraiment l'art au beau. C'est vrai que moi, je suis un peu une contemplative, donc c'est vrai que l'art, pour moi, doit en tout cas dégager quelque chose, que ça soit une admiration technique,
parce qu'on n'est pas forcément, on n'aime pas forcément les mêmes choses, ou alors effectivement une émotion un peu contemplative. Et c'est juste qu'effectivement pour moi les deux peuvent être liés, et c'est juste que la disparition du beau dans la définition actuelle, me pose question. Ça vous a fait bizarre? Oui, Vous préférez la première? Ouais, je préfère la première. Ça nous fera un autre sujet d'émission. On invitera aussi des philosophes. Jean-Michel Massé, vous êtes directeur d'un collège, vous invitez, vous incitez, et vous êtes témoin de cette pratique de l'art et de son effet sur les jeunes. Oui, tout à fait. Donc au Collège Sainte-Cécile-la-Salle, nous avons la chance d'avoir des enfants qui peuvent s'exprimer par plusieurs moyens, plusieurs façons de partager leur talent. Et entre autres le chant qui est très très développé effectivement au collège avec la maîtrise des Pays de la Loire et les petits chanteurs de la cité. Et pour revenir au sacré et au beau, il appartient à chacun finalement quand il écoute, quand il entend, quand il est en concert, par exemple, avec les petits chanteurs ou la maîtrise, de voir pour lui, dans sa propre histoire, où est le beau. Ce qui est sûr, c'est que voir des jeunes au cours d'une célébration chanter les louanges, on a l'impression de voyager un petit peu quand même. Donc, est-ce que le sacré, c'est pas un voyage aussi? Je ne sais pas, peut-être. Oui, c'est clair. Claire disait aussi que l'art, la pratique de l'art permet de se relier à soi-même. Ça veut dire quoi pour vous, Ruylène, vous qui êtes céramiste, qui travaillez la matière d'abord en calligraphie, puis aujourd'hui avec l'argile? Approchez-vous bien du micro. Oui. J'ai dit souvent dans mon atelier, quand on travaille avec cette matière-là, argile, il y a 3 aspects qu'on touche dans cette activité. C'est de soi-même c'est de la matière avec soi-même, et c'est de la matière avec l'environnement. Et c'est de la matière qui va nous relier avec les relations autour, aux autres. Donc, forcément, premier aspect, c'est relier avec soi-même. Et quand on vient face à la matière, et c'est en vis-à-vis, on est face à la matière, on peut croire que quelquefois on pense qu'on est toujours maître de la matière. Et très souvent, on est guidé par la matière. Ah oui? Oui. Donc, la matière, tantôt, elle est malléable, tantôt, elle est capricieuse. Il faut savoir s'apprivoiser. Donc, on a aussi, à travers cette matière, on peut, c'est comme un miroir, effet miroir. On peut voir dans notre état qui manifeste dans cette matière, à travers cette matière. Et la relation à l'environnement? À l'environnement, c'est prendre soin de cette matière qui nous permet de vivre dans cet environnement. La terre, on est sûr, on habite sur la terre. Comment prendre soin de notre première matière, et aujourd'hui on fait tellement de construction, de destruction, qu'on abîme beaucoup notre terre, et donc aussi ça nous apprend à prendre soin. On fait beaucoup de recyclage dans notre atelier. On jette jamais la terre quand c'est raté une pièce. On récupère, on ramollir. Donc, on prend soin aussi de notre environnement. Et je termine par la 3e dimension. Oui. L'art, la pratique de l'art comme un moyen de se relier aussi aux autres. De quelle manière? Eh ben, j'ai des ateliers qui est en groupe. Ouais. Donc, quand on lance un début de l'atelier, on lance une idée. Ensuite, l'idée va, quand on vient sans idée, les élèves face à la matière, et la matière appelle matière, l'idée appelle l'idée. Et il y a une contagion. Exactement. Inspiration appelle inspiration. Donc, ça fait dynamiser tout le groupe. Et puis aussi, quand on présente peut-être son œuvre, exactement, on est en relation avec le monde. Finalement, l'art, quand on le pratique, on ne le fait pas juste pour soi-même. Astrid Beaupéan, pardon. Non, effectivement, on ne le fait pas pour soi-même. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment quand je suis en exposition. Parce que du coup, on expose nos pièces, donc on s'expose effectivement un peu soi-même, et les gens sont extrêmement curieux, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, les personnes âgées. On parle énormément pendant les expositions parce que
Les gens ont besoin de comprendre ce qui nous anime, le pourquoi, effectivement. Alors, en plus de l'art de l'enluminure qui peut paraître un peu obsolète au 21e, effectivement. Mais c'est vrai que quand on voit des gens, enfin, j'ai eu des gens qui avaient, notamment une dame en expo qui m'a dit « Je ressens une vraie émotion quand je vois le manuscrit que vous avez fait et qui avait limite les larmes aux yeux en me le disant. » Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qu'on dégage, il y a quelque chose qu'on transmet, même si quelquefois on n'y réfléchit pas trop quand on a le pinceau dans la main. Il y a quelque chose qui se passe avec le public. Pratiquer l'art, c'est se relier à soi-même, extrêmement précieux quand on est jeune. Jean-Michel Massé pour le collège Sainte-Cécile-la-Salle. Oui, c'est une chance que peuvent avoir les jeunes lorsqu'ils pratiquent de l'art comme ils le pratiquent au collège. C'est une façon de vivre et de se développer, de grandir qui est quand même bien différente de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien autrement. C'est-à-dire que quand on est collégien, par exemple, et qu'on a 26 heures de cours et puis qu'on enchaîne des matières les unes à la suite des autres, on s'aperçoit que l'art là-dedans n'a pas énormément de place, et pouvoir, au cours de sa scolarité, au cours de son collège, par exemple, pouvoir pratiquer du théâtre, du cinéma, du chant, des arts numériques, c'est une chance incroyable parce que ça développe vraiment des compétences que nous n'allons pas chercher dans un collège ordinaire. Ça paraît dingue. Ça développe l'estime de soi parce que effectivement il faut parler avec le corps. Quand on chante, par exemple, on parle avec le corps parce que c'est tout le corps qui chante. Et donc du coup il faut être bien avec soi. Donc l'estime de soi est primordiale quand on pratique les arts. Et en tout cas, ça va chercher l'être dans sa profondeur, et l'enfant, lorsqu'il pratique des arts, du coup, se découvre lui-même et le partage avec les autres, parce que c'est collectif également. Quand on fait du théâtre, on est avec les autres. Quand on chante, on est avec les autres. Oui, quand on expose ses œuvres, le chant choral est très, très important au niveau du partage. Et donc, c'est une chance inouïe qu'un enfant peut avoir de pratiquer les arts. Il faudrait que tous les enfants pratiquent des arts en permanence. Ça leur permettrait d'être tellement bien avec eux-mêmes que je suis sûr qu'ils seraient meilleurs en maths. Ah oui, c'est sûr, c'est une application concrète. En plus, dans un monde très virtuel. Oui, alors il faut pas voir le monde virtuel comme quelque chose, je pense, comme quelque chose qui est forcément un danger mais plus un outil finalement qui va peut-être permettre de développer autrement les arts, c'est-à-dire que il y a effectivement cette notion du beau, mais il y a aussi cette notion de créer. Et c'est une manière de créer, et c'était un peu une crainte que nous avions avec les arts numériques au départ, en disant est-ce qu'on les met pas trop un peu devant les écrans ? Finalement, on leur donne la possibilité d'être à nouveau devant des écrans, et quand on voit le résultat en fait de projection d'œuvres d'art faites par les élèves en 3D sur un mur, sur des objets, ou des choses qui sont en mouvement, ou des choses qu'ils ont créées eux-mêmes avec leurs mains et qu'ils ont réussi à réadapter sur un écran pour le renvoyer en 3D, là ça devient un véritable outil qui n'est pas simplement je suis devant un écran et puis finalement je suis un peu lobotomisé. En réalité, l'écran devient intéressant quand ils sont maîtres de ce qu'ils pratiquent avec cet écran-là. Je vais mettre un petit peu en opposition la question de la manipulation. Il y a un moment aussi, il faut qu'on incarne par son corps, qu'on éprouve, Astrid. Oui, alors après, je pense qu'on est tous différents à ce niveau-là. Effectivement, il y a des choses qui vont plus parler à d'autres. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de la matière. J'ai besoin de tenir quelque chose dans ma main. Ce qui m'a fait engager ma reconversion, c'est que alors moi, c'était une autre forme d'écran, évidemment, mais je ne pouvais plus être derrière un écran d'ordinateur. Voilà, c'était quelque chose que je n'y arrivais plus. J'avais besoin de me reconnecter. Et c'est vrai que pour moi, la matière est essentielle. Mais après, je conçois tout à fait que le numérique puisse être un outil et pourquoi pas une mise en valeur aussi d'autres éléments. Il faut vivre avec son temps aussi. Il ne faut pas effectivement... Oui, c'est pas les uns contre les autres. Ça, voilà, compris, c'est ça. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment des passerelles qui peuvent se faire entre les arts manuels, on va dire, classiques, et puis la modernité actuelle. Oui, Jean-Michel Massé. Pour aller dans votre sens, il est vrai il faut qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer par le corps et de fabriquer, de toucher. Il y a des sens, en fait, qui sont peu développés au cours de la scolarité. Au primaire, je trouve qu'encore, ils vont chercher un petit peu tous les sens. Oui. La partie collège, et pourtant je suis directeur de collège, elle est quand même pas terrible, quoi. Et il faut vraiment qu'on développe ça. Moins, hein. On va pas chercher tous les sens. Ouais. Il faudrait même qu'ils fassent de la cuisine, qui est un art. Il faudrait qu'ils fassent tout ça. Et il serait temps qu'on revienne à quelques fondamentaux qui permettraient à l'être de se développer pleinement. Ce sont des années qui sont primordiales au niveau de la croissance. Il faut vraiment qu'on aille chercher tous les sens au cours de
Le collège doit se remettre en cause, mais bon, ça c'est un autre sujet, je pourrais revenir. 3e émission, c'est bien, hein, on lève plein de sujets. Manipuler, on parle aussi de l'estime de soi, permet aussi d'avoir confiance en sa capacité d'autonomie. En fait, on est fier de soi, regarde, et ça favorise une forme d'autonomie, Jean-Michel ou Orwellan, je ne sais pas. Oui, bah alors pour le... Et donc, qui dit autonome dit fierté de soi, quoi. Ben, bien sûr, il faut qu'il puisse se regarder en se disant je suis fier de ce que j'ai créé. Alors, est-ce beau ou n'est-ce pas beau? Ça, c'est un autre pas sujet. la question, ouais. Mais du coup, je suis fier de ce que j'ai créé, de ce que je fais. Et il y a un peu aussi cette notion de dépassement de soi. Non pas dans le sens faire des efforts et être meilleur, mais faire quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Ainsi, par exemple, nous, on est très, très fiers des jeunes qui peuvent arriver au collège qui n'avaient pas du tout prévu de chanter et qui se retrouvent à faire, par exemple, la maîtrise. Ils chantent 5 heures, ils font 2 heures de théâtre. C'est une maîtrise art de scène. Ils chantent avec tout leur corps. Ils sont arrivés en 6e, ils ne savaient même pas qu'ils étaient capables de faire ça. Et donc là, effectivement, la notion de fierté, de développement, elle est vraiment très, très importante. Oui, puis le regard de l'adulte aussi qui fait confiance, qui dit « tu es capable ». Ah bah, tout à fait, oui. Alors pour nous, enseignants dans un collège, voir les enfants dans une autre situation qu'un simple groupe classe, un élément d'un groupe classe, ça change tout. Oui. Parce que ça devient véritablement un être vivant, capable de faire des choses, de fabriquer des choses, de partager des émotions. Et finalement, ça humanise terriblement le collège d'avoir des activités artistiques. Oui. Astrid, je vous vois acquiescer là. Oui, j'acquiesce parce qu'évidemment, je fais partie des élèves qui n'étaient pas tellement faites pour la filière, on va dire, générale. Et je sais que moi, ça m'a manqué parce que moi, à l'époque, j'ai fait le collège et le lycée. Voilà, mais à part la petite option art plastique qu'on avait, il n'y avait rien d'autre. Et moi, je sais que ça m'a manqué parce que du coup, j'ai pas pu exprimer ce que j'avais. Et j'ai vraiment lutté. Ça a été dur pour moi, la scolarité, parce que du coup, je rentrais pas, on va dire, dans les cases théoriques des cours. Et effectivement, ça, je le ressens là quand on donne des ateliers pour les enfants au niveau de l'enluminure, parce qu'il y en a certains qui se découvrent, c'est exactement ce que vous disiez, et qui repartent. On a eu des enfants qui partaient en pleurant de l'atelier parce qu'ils ne voulaient pas partir. Voilà, ils voulaient rester pour continuer à peindre, allez chez etc. les gens après? Non. Alors ça non, pas encore. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a des belles... ils se découvrent. Et même au niveau de la patience ou autre, je me rappelle une fois, on était à la médiathèque d'Angers, on animait un atelier. Il y a un enfant qui lève la tête, qui demande, ça fait depuis combien de temps qu'on peint? Il y a son copain à côté qui dit, je sais pas, ça fait 20 minutes et tout. Je leur dis, ça fait 1h30 que vous êtes sur votre modèle. Et ils n'en revenaient pas de la concentration dont ils étaient capables et de ce qu'ils pouvaient produire. Et ils étaient hyper fiers quand les parents sont venus les chercher. Ils brandissaient tous leur enluminure, etc. quoi. Donc, Oui, on parlait de la confiance, de l'autonomie, de la confiance en soi, de tout ça, de l'estime de soi. C'est tellement précieux. On oublie parfois les injonctions dont ils sont victimes, entre guillemets, mais les journées d'un enfant sont rudes. Et là, de se dire, ouais, je suis fière, je suis capable de faire ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Et ça se ressent aussi chez les adultes. Il y a les enfants, mais aussi chez les adultes. Quand on donne les cours chez les adultes, pareil, ils disent, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et donc, du coup, je pense que l'art, c'est un vecteur, effectivement, de ce qu'on disait, de se découvrir aussi soi-même et du coup, devenir fier de soi. Vous en êtes aussi témoin, Ruellan? Complètement. Dans mon atelier, au départ, lorsqu'on a créé, on a beaucoup pensé que ça va sans doute inviter beaucoup d'enfants qui vont venir participer à cette activité dans notre atelier. Et finalement, on a surtout 99% des adultes qui viennent, beaucoup de débutants qui se demandent est-ce que je suis capable de modeler, de transformer quelque chose. Et de se reconnecter peut-être. Exactement. Et sans doute, ce sont beaucoup des adultes qui ont manqué de compliments lorsqu'ils étaient jeunes. Et 2, il vient pour vraiment tester et participer à quelque chose. Peut-être ils se sont pas confiants. Ah oui. Et finalement, le résultat, c'est que, c'est souvent j'entends, c'est incroyable. Au début, c'est juste un bout de terre. Et à la fin, c'est un objet, soit quelque chose de figurine, soit quelque chose de fonctionnel. Ils sont très fiers de pouvoir transformer de rien à quelque chose. Mais moi, j'ai envie de venir. Vous pensez que ça vient pallier un manque, combler un besoin? Je vous pose la question à tous autour de ce plateau. Combler un besoin, sans doute
besoin d'avoir justement cette reconnexion, de estime de soi. Hein. Et puis, l'homme est un être de désir. Et quand on désire quelque chose, au départ, c'est abstrait, c'est une idée. Et à travers une matière tangible, qu'on est capable de réaliser nos idées, nos désirs, c'est quelque chose, c'est incroyable pour beaucoup de mes élèves. Et je suis aussi dans le cas où mes élèves, ils veulent pas partir. À la fin de cours, toujours, comment ça fait déjà 2h30 ? Oh non. Et donc, oui. Ouais, vous recréez quelque chose, vous venez dégager ou reconnecter quelque chose en eux aussi, hein, c'est très fort. Et c'était l'idée, oui, parce que le projet a été créé pendant le Covid. Et le Covid a empêché qu'on se voit. Donc, on est dans le monde virtuel passif. Et puis, donc, c'est vraiment un projet qui propose des gens de se rencontrer réel et puis à travers les activités manuelles. On est des êtres incarnés. Hein. Jean-Michel Massé aussi. Apprendre à pratiquer l'art, les arts depuis très jeune permet aussi de connaître ses besoins, vous pensez ? Un peu plus, quoi. Oui, sûrement. C'est un lien avec finalement les émotions et le partage qu'on peut faire de ces émotions-là et l'expression qu'on peut en faire. Et effectivement, créer des choses, que ce soit avec de l'argile ou des enluminures ou de chanter, finalement, c'est un petit peu partager ses émotions. Donc, c'était quoi la question ? Oui, de savoir que ça vient reconnecter, ça vient aider à connaître ses besoins. Oui, tout à fait. Et justement, je reviens aux émotions du coup. Oui. Être capable de mettre sous une forme artistique, de déposer ses émotions, de les partager, c'est aussi les reconnaître. Et aujourd'hui, pour un jeune, c'est compliqué de mettre des mots sur des émotions, d'ailleurs pour les adultes également. Mais moi je travaille plus avec les jeunes et c'est vraiment un moyen de partager ses émotions et de dire humainement, oui, effectivement, il y a des choses que je peux partager qui sont parfois rudes, qui sont parfois belles. Il y a des jours je peux chanter, des jours je peux moins chanter et je partage ça avec les autres. Je dois m'ajuster en fait. Et tout à fait. Et pour des futurs adultes, des futurs citoyens, être capable de dire moi mes émotions, sans les maîtriser vraiment, je les comprends et je suis capable de les sortir un petit peu sous une forme. Ça vaut tout l'or du monde. Hein. Ça fait des adultes après qui sont capables de comprendre beaucoup plus le monde dans lequel ils vivent et les autres avec lesquels ils vivent. C'est beau. Prudence. Oui, moi, vous parlez d'émotion, mais là, ça me fait penser en vous écoutant, que ce soit ce qui est vécu au collège ou dans les ateliers de céramique ou en enluminure, c'est qu'il y a le corps qui parle, il y a les émotions qui s'expriment pour les plus jeunes, mais c'est une manière d'exprimer leur singularité. Et je me dis, dans leur tranche d'âge, où il y a un peu une pression sociale de faire comme tout le monde, de pas forcément faire quelque chose de différent, de pas faire quelque chose d'unique en son genre, c'est aussi des terrains d'expérimentation pour eux, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Situé, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, ils ont à un moment donné une carte blanche sans pression. Et du coup, ça, c'est précieux aussi, cette petite création artistique. Super remarque, oui. Oui, tout à fait. Oui, ils ont très peu d'occasions, en fait, d'exprimer leur identité et puis leur côté un peu exceptionnel. Parce qu'ils sont tous exceptionnels. Mais finalement, on ne leur donne pas tant la chance de pouvoir... Ouais. Alors, le chant permet ça. Le chant, pardon, le CHAMP. Ah oui. Et puis le chant... Mais le chant aussi, pardon. Après, c'est vrai que on est toujours très étonné, pour aller dans ce sens-là, de la production des élèves. C'est-à-dire que nous, adultes, en caricaturant presque, on ne reconnaît pas l'élève. C'est-à-dire qu'il est forcément différent. C'est plus le même être, en fait, quand il est en train d'exprimer par les arts ce qu'il est vraiment. Et c'est un vrai étonnement pour les enseignants de les voir sur scène, soit faire du théâtre ou de les voir chanter. Et là, on se dit, ah oui, ce n'est pas qu'un élève, en fait. C'est un être vivant qui est en pleine croissance, en plein devenir. Unique. Et il est unique, il est exceptionnel, il a ses propres besoins. Et il est capable de faire ce que nous ne pensions pas. Et donc ça, c'est juste incroyable pour nous, quoi. Ouais, d'être témoin de ça va être dingue.
Astrid Dubois-Perrin. Oui, alors effectivement, par rapport au côté créatif des enfants, c'est vrai que dans les ateliers qu'on fait à la base, nous, on leur donne une enluminure, on va dire, qui est déjà faite, en tout cas déjà dessinée. Ils doivent se concentrer sur la couleur. On leur montre un modèle, mais c'est vrai que quand ils partent dans leur créativité, c'est-à-dire qu'ils utilisent d'autres couleurs pour matériaux, on n'ira jamais les embêter en leur disant c'est pas comme le modèle, fais comme le modèle. C'est qu'il y a des enfants qui ont besoin du modèle parce qu'effectivement, ça les intimide un peu au début, donc le modèle, ça les rassure de suivre les couleurs, puis petit à petit, ils vont prendre un peu leur liberté. Et il y en a d'autres, c'est génial quand on va les voir parce qu'ils nous racontent des histoires fantastiques à partir d'une simple enluminure. Et c'est vrai que du coup, là, autant pour les adultes, on fait en sorte qu'ils apprennent vraiment la technique, etc. Mais pour les enfants, ça c'est important pour nous de les laisser aussi s'exprimer par le biais des couleurs et tout ça, quoi. On va marquer une courte pause. On continue de parler de ce sujet très beau et très inspirant. Je crois qu'après ça, on va tous se mettre et à l'enluminure et au chant et à la céramique. On marque une courte pause et on poursuivra avec Prudence. Alors on parlait de résultats dans ce que peuvent faire les jeunes, ce dont ils sont capables. Là on écoute les petits chanteurs de la cité. Jean-Michel Massé, c'est quand même dingue. Oui, puis ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a beau les entendre année après année, on a toujours la même émotion, quoi. Donc c'est un truc de fou, ça. Alors après, moi je suis particulièrement sensible à la fois au développement des enfants et au beau de la musique. Alors là par contre c'est vraiment très important pour moi. Mais quand on voit le résultat et ce qu'ils sont capables de faire et du partage finalement, je crois qu'on leur montre même finalement la capacité qu'ils ont à contempler le beau. Parce que du coup, quand on prend le problème à l'envers, ils sont en train de partager du beau et du coup, on développe aussi la contemplation. Et ça, c'est extrêmement important dans le monde dans lequel ils vivent, qu'ils puissent développer cet art de la contemplation. En tout cas, moi, à chaque fois que j'y suis, j'ai l'impression de contempler, quoi, avec eux. Oui, dans ces classes, c'est incroyable. Prudence Bidet, vous avez fait pour nous une petite sélection pour inviter les plus jeunes, les moins jeunes, on ne sait pas, justement à manipuler, à pratiquer l'art. On voit combien c'est salvateur et utile. Et combien ça peut se vivre seul ou en collectif. Alors moi j'ai quelques idées à vous partager, chers auditeurs, que vous soyez parents, grands-parents, que vous ayez des enfants autour de vous ou pas trop, pour pouvoir leur faire découvrir différents univers. Parce qu'il y a les livres, on pourrait passer par les livres, ça c'est sûr. Mais il y a aussi énormément de choses, notamment dans le Maine-et-Loire, que vous pouvez faire et qui sont super, autant pour leur apprendre à être créateur qu'à être percepteur de la création. Être dans cette perception-là, parce que même des fois, avant d'être artiste, on devient spectateur. Et donc ça s'éduque, ça aussi, ça s'apprend. Première idée, vous pouvez visiter des musées. Alors ça, c'est un peu classique, un peu facile, mais souvent on n'ose pas y aller ou on a un peu l'impression que les enfants vont s'ennuyer. Or, il y a plein de techniques différentes pour y aller. Il y a des musées des beaux-arts, il y a des musées thématiques. Vous pouvez mettre des choses en lien avec ce qui va se voir à l'école. Donc par exemple, s'il y a un parcours d'histoire avec un thème particulier, hop là, trouvez une idée d'un musée qui a un lien ou autre. Essayez de faire du lien entre ce qui va se vivre au niveau culturel et ce qui se vit dans le quotidien des enfants. On parlait du quotidien du collège. Comment est-ce que ce qu'on fait en famille, ça peut avoir une résonance avec ce qui se passe à l'école ? Donc ça sert à ça, entre autres, les musées. Autre idée, vous pouvez aller faire des ateliers céramiques, par exemple, ou ateliers poterie, ou ateliers enluminure. Par exemple. Voilà, à l'atelier de lit, par exemple, ou alors avec ma voisine en enluminure. Ouais. Vous pouvez vraiment accompagner les enfants pour qu'ils mettent la main à la pâte et y aller avec eux. Ça aussi, c'est une autre bonne technique. Faire des binômes parents-enfants, ça, en général, on n'ose pas ou on n'y pense pas, mais c'est des moments privilégiés aussi à partager.
Et puis, autre idée, à Angers, on a la chance d'avoir un espace qui est dingue, qui s'appelle la Galerie Sonore, qui est installée au niveau du Parc du Pin. Je ne sais pas si vous voyez, Marie. Oui, c'est vers Lafayette, c'est ça? C'est ça, Ouais, derrière, vers Lafayette, vers la Cato. C'est un lieu qui est unique en son genre, ça a 30 ans déjà d'existence. La Galerie Sonore, c'est un espace où vous avez différentes pièces, et dans chaque pièce, vous avez un univers géographique musical différent. Concrètement, vous avez une pièce, ça va être les musiques d'Asie. Une pièce, les musiques plutôt du Maghreb. Une pièce, les musiques plutôt des Balkans. Et vous avez autant d'instruments qu'il y a d'espaces géographiques. Et c'est dingue, parce que c'est un endroit où vous ne pouvez pas y aller comme ça, comme un musée. Il faut participer à des ateliers, mais vous pouvez toucher tous les instruments et utiliser tous les sons. Ah ouais? Donc ça, c'est vraiment génial. Donc leur petit défaut, c'est qu'ils ne sont pas très doués en com. Donc c'est pour ça que j'en parle au micro. Mais n'hésitez pas, parce que vous pouvez y aller en tant qu'adulte, en tant que famille, en tant que groupe, si vous avez envie. Là, très bientôt, il y a les vacances de Pâques qui arrivent. Et bien, il y a des ateliers pendant ce temps-là. Il y a aussi un dimanche par mois où vous pouvez aller essayer aussi des tas d'instruments. Donc, il faut s'inscrire. C'est pas forcément très cher, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un endroit qui est vraiment super. Et puis, si vous êtes un peu moins musique du monde, ethnomusicologie, moi, j'ai un autre petit tuyau à vous donner que je trouve génial. C'est d'aller faire des balles. Alors ça, on a l'impression que ça se perd un peu. Des balles musettes? Alors, ça peut être des balles musettes, Marie, parce que ça existe toujours. Hier, moi, à côté de chez moi, il y en avait un, grosse ambiance, accordéon, tout ça. Mais vous pouvez aussi faire des balles folk. Et ça, c'est assez génial aussi. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Non. Les balles folk, ça reprend un petit peu toutes nos danses traditionnelles, de la Bretagne au Poitou, à la Vendée, à l'Alsace. Et il y en a beaucoup dans nos campagnes. Un peu comme des danses en ligne, des danses qu'on danse à plusieurs. Il y a les danses en ligne à la bretonne. Vous allez avoir des cercles circassiens, par exemple. Ça, c'est un peu plus connu. Vous allez pouvoir faire des bourrées, des choses comme ça. Et l'ambiance des balles folk, ce qu'elle a de génial, c'est que vous pouvez venir et rien faire, écouter la musique, regarder les gens danser. Ça, c'est déjà un truc. C'est déjà le Vous spectacle. pouvez danser. Oui, ça fait déjà spectacle. Danser, et comme c'est des danses trad qui ont traversé le temps et traversé l'histoire, elles sont faciles à apprendre. Et donc, du coup, c'est assez génial, même si vous êtes nul en danse. Et puis, vous pouvez aussi aller faire de la musique. Et donc là, mon petit tuyau, si là, il y a des musiciens qui nous écoutent, qui habitent Angers ou alentour, tous les jeudis soirs, au niveau du kiosque du Jardin du Mail, petite pub aussi, il y a des musiciens qui se retrouvent pendant 2-3 heures et qui jouent au niveau du kiosque et qui font de la musique folk. Des bœufs? Et ils font des gros bœufs géants, mais en mode musique bretonne, vous voyez. Et donc, du coup, grosse ambiance. Donc ça, il y a pareil, bientôt l'été arrive, le soleil va s'éteindre un peu plus tard. Donc, vous pouvez emmener les plus jeunes, vous pouvez y aller aussi. Passez voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est aussi ça, le partage de l'art et de la culture, c'est partager des référentiels communs, des moments communs. Et comme le disait Rulan, c'est des moments de connexion les uns avec les autres. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Ça donne vachement envie. C'est génial, merci beaucoup. Prudence, vous restez avec nous. Une réaction de nos invités Astrid Dubois-Péan. Ça vous donne envie? Oui. Eh ben oui, parce que j'habite à côté du Jardin du Mail, du coup, je vais aller faire un petit saut, effectivement. C'est gratuit. Hein. En plus, ce qui n'enlève rien. Non, mais c'est vrai que ça permet vraiment de créer des liens, et je suis d'accord avec le fait qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées si on était resté dans son cercle plus classique ou autre. Ouais, ça permet de très très belles rencontres, vraiment. Oui. Jean-Michel Massé? Je confirme pour la Galerie Sonore, allez-y. Nos élèves de 5e y étaient la semaine dernière, ils ont adoré. Oui. Et Rulan, ça vous ouvre peut-être que vous êtes déjà une praticienne ou une danseuse folk accomplie. Je crois que j'ai récemment rencontré quelqu'un qui est rentré dans l'atelier qui m'a dit que tous les jeudis soirs, elle joue le violon pour faire danser aux autres. Et Ben voilà, donc ça me donne très envie. Donc là aussi, on peut se redire que l'art, pratiquer l'art ou en être percepteur ou juste contemplatif, quoi, permet de développer le lien social et aussi la communication. Oui, ça vous confirmez? Ah oui, complètement. Ok, donc en gros, il n'y a pas de restriction à pratiquer l'art, Jean-Michel Massé? Non, parce que à partir du moment où un jeune ou un adulte commence à se libérer de la pression de « il faut absolument que je joue très bien d'un instrument pour le partager » ou « il faut que je fasse une œuvre d'art extraordinaire pour qu'elle soit vue », à partir du moment où il se libère de cette pression-là, le partage et le lien social se mettent en place et on s'aperçoit qu'on peut jouer de la musique avec n'importe qui. Je vois au collège Sainte-Cécile-la-Salle, par exemple, rien que dans le réfectoire, il y a un piano qui est utilisé toutes les semaines, de manière libre. Et donc, l'enfant, qu'il sache très très bien jouer du piano ou qu'il commence, s'il a envie d'aller jouer, il y va et il partage. Et les autres, il n'y a jamais de commentaires. C'est toujours un partage qui est assez bienveillant. Oui, personne ne se moque, personne. Non, c'est ça. Et du coup, il y a un lien qui se fait. Il y a des sons qui sortent. Il y a des choses assez jolies qui sont partagées. Et donc là, ça devient un lien qui est presque naturel, quoi. Tiens, par l'art, je vais parler, je vais être écouté, je vais discuter avec les autres, je vais parler de ce que je fais, de ce que j'aimerais bien faire, etc. Votre collège est une forme d'exception.
Alors, tous les collèges ont une exception de toute manière. Alors, c'est vrai que nous, on a vraiment développé le côté artistique plus, et encore, je pense qu'on peut être encore... Il y en a encore sous le pied. Ouais, on peut faire mieux. Notre rêve, entre guillemets, notre premier rêve là, sur le fait d'être à Sainte-Cécile, parce qu'on n'y est que depuis 4 ans, c'était de dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait réunir un petit peu tout ce que nous avons, le théâtre, le chant, le cinéma, etc. Et donc, en fait, ce qui va être fait à partir de l'année prochaine, c'est que pour tous les volontaires, il va y avoir la création d'une comédie musicale qui va être jouée, nous espérons, à Chanzy, et qui va être partagée avec toutes les familles, tous ceux qui veulent venir voir ça. Et on a dit aux élèves de 6e, 5e, 4e, est-ce que vous pouvez être intéressés par ce projet-là ? Et on a déjà 70, 80 gamins qui se sont inscrits et qui se disent, moi j'aimerais bien, mais je veux plutôt être derrière, moi je veux être devant, moi je veux chanter, mais moi il y a je veux plein jouer, de métiers finalement, il y a plein de choses à vivre là-dedans. C'est ça, c'est une découverte de tout ce qu'on peut partager, et du coup ça fait écho au lien, entre guillemets, qu'on peut créer par les activités artistiques, parce que c'est pas simplement être sur scène. Culturellement, pour vous qui êtes taïwanaise, Ruilan, l'éducation à l'art, c'est vécu différemment chez vous, en Asie, aussi à Tokyo, quand vous êtes allé étudier aux Beaux-Arts. Je pense qu'en Asie ou en Europe, à part les pays germaniques ou américains, je pense que l'art se trouve difficilement une position importante dans nos éducations, parce que typiquement en Asie, notre créneau pour les ateliers artistiques souvent est au secours de d'autres matières. Et si on a besoin d'une séance d'anglais, on va supprimer les cours de peinture. Si on a besoin d'une course plus de mathématiques, on va encore supprimer les cours d'art. Musique, par exemple. Oui, exactement. Donc, c'est pas en favori des séances artistiques. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Et j'estime que dans l'art, dans les éducations, à part les 3 pouvoirs, engagement, éducatif, relationnel, et ça aussi éduque le regard. Ah oui, vous pouvez développer ? Moi, ça m'a manqué beaucoup, mais comme j'ai beaucoup voyagé, ça m'a appris. Dans l'art, on parle beaucoup d'exprimer quelque chose avec la matière, mais on parle peu de regard. C'est aussi une éducation de regard. Et l'art, là, a cet pouvoir de regard. Et pour un groupe de ma séance, très souvent, à la fin ou pendant, il y a toujours des moments de regard. Je regarde ton œuvre, tu regardes mon œuvre. Et le regard va amener le jugement, et on travaille sur les jugements. On essaye d'avoir les regards plus ouverts, et ça, c'est une éducation importante aussi, le regard. Prudence, vous le disiez en substance tout à l'heure. C'est la question de la perception de l'œuvre d'art et du regard qu'on pose sur le monde. Complètement d'accord avec Ruilan. C'est ça qui est très beau aussi avec l'art et la culture en général. Ça vient aiguiser un peu nos sens. Et si on est musicien, on va apprendre à écouter. Si on se met un petit peu à la couleur, on va essayer d'apprendre à regarder autrement. Et du coup, après, on est un peu plus compétent. C'est pas forcément le bon mot, parce que justement, moi, c'était ma question pour la suite. C'est pas l'idée d'être compétent et productif et tout ça, mais c'est plutôt d'être plus à l'aise avec son propre corps dans la perception du monde et d'être moins dans le jugement. On constate ce qui est. On n'est pas en train de se dire, justement, c'est moche, c'est beau, c'est réussi, c'est raté. On est moins là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, presque dans le descriptif aussi, des couleurs, de l'appréciation aussi. Et puis c'est primaire. Quoi. Oui, et puis ça c'est ça c'est une petite parenthèse, mais en histoire de l'art, justement, quand on étudie un peu l'histoire des courants artistiques, tout style confondu, il y a différents historiens de l'art qui sont un peu battus pour savoir, c'est quoi le regard, est-ce que le regard du spectateur il compte vraiment ou pas, est-ce que c'est une technique en soi d'apprendre à regarder, de savoir regarder. Et c'est intéressant de se dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas seulement étudié les œuvres d'art qui avaient été faites, mais ils ont étudié la manière qu'on avait de les percevoir. Et on voit bien, par exemple,
bah, l'enluminure, c'est un bon exemple. Je dis n'importe quoi, on est au XIIIe siècle. Bah, l'enluminure, on va pas la regarder pareil qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, en 2025. On va pas se dire la même, tiens, est-ce que c'est utile pareil? Est-ce que je capte le sens du truc? Est-ce que j'ai la même notion de la préciosité du truc? Donc c'est intéressant de voir que nous-mêmes, en tant que spectateurs... On est pétri de ça, d'une histoire, d'une culture. Et toute notre culture, tout notre environnement. Et je pense que là, ce serait intéressant. Rulan pourrait nous dire aussi ça, avec une différence culturelle. On n'arrive pas avec le même bagage quand on regarde quelque chose. Déjà, en tant qu'asiatique, être la fondatrice de mon atelier, j'apporte déjà un regard différent. Oui. Voilà. Mais je suis en face de mes élèves, mes chers élèves artistes français. Je suis la seule asiatique au milieu des Français. Déjà, il y a un regard à travailler. Et donc, moi, je suis cultivée avec toute l'histoire céramique asiatique et j'apporte quelque chose de mon regard sur la céramique et je partage avec mes élèves français. Et il y a déjà un travail de regard à se faire. Interculturel. Complètement. Oui, et puis après, quand on crée une séance d'activité en argile, et constamment, on est en train d'échanger nos regards et on essaye de regarder l'objet d'une façon très ouvert et un dinosaure, s'il a 10 cornes, pourquoi il peut pas avoir 10 cornes? Et c'est bête comme exemple, mais donc sans juger, mais on travaille sur le regard. Ouais. Astrid Dubois-Péan, le regard précède aussi l'exécution de l'œuvre. Oui, bah surtout en enluminure, c'est qu'il y a beaucoup d'observations, surtout quand on reproduit quelque chose qui existe. Et nous, en fait, avec une autre collègue, on a monté une association là, depuis le mois de septembre, justement pour la transmission et le savoir-faire de l'enluminure et la préservation. Et c'est vrai que du coup, on donne des cours toutes les semaines. Et on voit cette évolution du regard chez nos élèves au fur et à mesure parce qu'elles prennent le temps d'étudier les modèles pour essayer de comprendre. Elles, effectivement, pareil, elles font des échanges. Après, elles vont voir les œuvres des unes et des autres et on sent le regard qui commence à s'aiguiser, mais toujours effectivement dans la bienveillance. C'est des ateliers, il y a beaucoup de concentration, mais il y a aussi beaucoup de rire, notamment quand il y a des loupés ou autres, parce qu'il y a une distance qui se prend naturellement, mais de manière détendue. Et voilà, toujours dans la bienveillance. Et puis on corrige, on avance, etc. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont très, très sympas en échange. Ouais. Avec les collégiens aussi, il y a une éducation à l'écoute, alors là pour le chant, mais aussi à poser un regard sur l'art. Oui. C'est important de développer ça chez eux. Aussi avec cette notion que finalement, ça ne va pas forcément être utile tel que la société peut le voir. C'est-à-dire que prendre le temps de regarder les choses, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de me poser pour chanter, etc. Est-ce que c'est du temps perdu? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est rentable? Oui. Et ça, il faut les éduquer à ce temps-là, quoi. C'est-à-dire que oui, il faut prendre le temps de bien regarder les choses, de contempler. Je peux passer à côté d'un arbre et le contempler. Et ça s'éduque. Enfin, je veux dire, il faut qu'on prenne le temps de le faire avec eux. Mais depuis qu'ils sont tout petits. Et effectivement, là, le partage qui est fait avec les parents, le partage que vous avez fait tout à l'heure avec amener vos enfants là, c'est primordial, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. On est pris par le temps, on est pris par la rentabilité, on est pris par la performance. La performance, il faut que ce soit utile, pour la société. Et il faut vraiment prendre conscience que développer les arts, développer le regard, développer l'écoute, prendre le temps de jouer avec un instrument, prendre le temps de faire une production, de ne pas en être content parfois, d'être ravi parfois. Mais en fait, on va avoir des adultes qui vont être des années, là, ouais. Extrêmement performants après. Il va falloir le réaliser une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas forcément être que bon en maths. Bah, ça fait du bien d'entendre ça. Je peux dire ça à mes enfants, tiens. Ça va les détendre. On approche de la fin de cette émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on s'est dit? Et surtout, on repart avec quoi, là? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux ou celles qui nous écoutent pour se lancer, pour oser? Parce qu'il faut aussi une petite audace. Ruilan, je commence avec vous. On a droit au silence à la radio. Eh ben, je pense que je pars sur l'accent de travail sur le regard. Oui.
Ce serait le numéro 1. Il n'y a pas le beau et du moche fait partie de deux entités de l'art. L'un n'est pas plus important que l'autre. Au contraire, beau a besoin de moche, moche a besoin de beau. C'est ensemble. Mais l'objectif de ce chemin d'art, pour moi, c'est d'éduquer notre regard. Merci beaucoup. Ruilan, on retrouve toutes vos actualités. Vous avez un site, c'est plutôt sur les réseaux qu'on vous retrouve, Facebook, Instagram. Il y a aussi toutes vos coordonnées. On peut vous téléphoner en tapant atelier de IYI. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir témoigner à notre antenne. Jean-Michel Massé pour le collège de Sainte-Cécile. En conclusion, je dirais osez partager vos émotions, osez partager ce que vous êtes. On ne peut que grandir de la naissance jusqu'à la fin à développer les arts parce qu'on a forcément des choses à partager. Et partagez, s'il vous plaît, partagez. Merci beaucoup, Jean-Michel Massé, directeur de ce collège Sainte-Cécile, la salle à Angers. Toutes les infos, il y a un site aussi, ça fait partie du grand groupe des frères Lassaliens. Merci de votre temps. Et puis, Astrid de Bois-Péan, pour vous, qui êtes enlumineur. J'allais utiliser le même mot que Jean-Michel, oser. En fait, s'il y a quelque chose... non, mais vraiment, si vous sentez qu'il y a toujours quelque chose que vous avez voulu essayer, que ce soit la musique, tenir un crayon, la céramique ou autre, en fait, oser, il y a plein d'ateliers qui existent. Et franchement, c'est le plus dur à faire, c'est le premier pas. Mais après, on est tellement content. Ok, donc osez aller sur Internet et aller voir votre site, c'est astridduboispéan.fr. On a aussi toute votre production, parce que l'enluminure, c'est tellement beau à regarder. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Prudence. Je triche, je vais dire partagez s'il y a quelque chose qui vous a ému, que vous aimez, que vous soyez là un enfant ou un adulte, s'il y a un concert que vous avez aimé, une musique que vous aimez, un expo que vous avez trouvé trop cool, partagez ça au déjeuner, au dîner, à un café, partagez ce que vous avez aimé, c'est comme ça aussi qu'on transmet. Voilà, la chose partage sur RCF, c'est notre slogan. Merci beaucoup, Prudence Bidet. C'est la fin de notre émission. Une adresse, vous le savez, pour découvrir plein de magazines, plein d'émissions tout aussi passionnantes les unes que les autres, c'est bien sûr rcf.fr.